Ce 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. En FM, en grandes ondes, en numérique ou par Internet, La radio vous tend le micro, vous donne la parole. vous écoute, La radio, votre accès anonyme à l'information vérifiée. celle qui libère. Le 13 février. Fêtons ensemble la radio avec l'UNESCO. 8e édition de cette journée mondiale de la radio, émission spéciale ici pour fêter ce beau média, ces médias de l'audio ici en direct du siège de l'UNESCO à Paris avec toute une série d'invités pour parler de la radio et de toutes ses composantes. Avec cette année, on le rappelle, un slogan autour de cette journée mondiale de la radio de ce 13 février, la radio comme vecteur de tolérance, de dialogue et de paix. Juste avant la pause, nous étions en train de parler du journalisme en Afrique avec deux journalistes qui sont présentes avec nous et qui nous parlaient de leur amour de la radio. Nous avons donné la parole à Karine Oriot. Je vais poser la même question à Éléonore Bassop. Bassop, hein, c'est... Oui, Bassop. Voilà, Absolument. Bassop. Quel est votre rapport à la radio ? Est-ce que vous avez une histoire autour de ça ? Ah oui, alors moi j'ai une histoire assez similaire à celle de Karine, parce que c'est vrai, alors moi j'ai grandi en France, et alors avec la télé, avec tous les programmes, les visiteurs du soir, enfin tous les programmes que nous avions quand nous étions enfants, et puis je suis rentrée au Cameroun, j'étais enfant également, et il fallait quand même qu'on nous occupe. Et donc pour nous occuper, notre grand-mère nous faisait écouter la radio. Je me souviens qu'il y avait des émissions, à l'époque il y avait des feuilletons radiophoniques. Alors je sais pas, alors je sais que pour les plus de 20 ans, ça ne veut plus rien dire, mais en tout cas, moi je me souviens avoir, voilà, j'entendais les feuilletons radiophoniques. Alors c'était certainement une radio qui venait d'ici, parce que voilà, c'était pas du tout une radio du Cameroun, c'était certainement une émission qui venait d'ici, mais j'étais trop petite pour savoir d'où elle venait. Mais en tout cas, j'ai un souvenir très fort, le soir, plutôt d'être autour d'un feu de camp à écouter les contes et légendes du pays. Nous écoutions donc les feuilletons radiophoniques au fin fond du Cameroun, voilà. Donc ça, c'est un souvenir assez fort. Et puis après, bien sûr, quand on a grandi, c'est RFI. Alors RFI beaucoup avec Juan Gomez notamment. Alors Juan Gomez, c'est un dieu en Afrique, parce que non, mais c'est vrai, personne ne sait à quoi il ressemble, mais c'est un dieu. On entend sa voix, on sait que c'est à 8h du matin, je crois, et on entend Juan Gomez, on lui pose toutes sortes de questions, toutes les plus farfelues les unes que les autres, et les gens, voilà, Juan Gomez, c'est le rendez-vous radiophonique. Donc j'ai des moments comme ça, des souvenirs très forts de radio, où effectivement les gens en tout cas se reconnaissent dans la radio, et comment dire ça, bien avant la télévision, parce que la télévision est venue après, bien sûr, là tout le monde a équipé d'un téléviseur, mais la radio reste un média très fort. Alors, Karine Oriot, aujourd'hui, parlons peut-être de votre métier aujourd'hui. Vous travaillez pour la radio et pour la télévision aussi, c'est ça ? Oui, tout à fait. Comment, quand on est amoureux de la radio, on se laisse attraper par la télévision alors ? Alors, c'est assez intéressant parce que je pense que le rapport à la radio, comme on disait, c'est que là, on doit placer sa voix. On vient sans artifice. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai en étant auditrice, mais également en étant journaliste maintenant. J'ai vraiment l'impression que là, pour le coup, on est concentré plus sur le contenu. Ce qui n'est pas le cas quand on est effectivement dans la télé, où il faut avoir toute la série en fait de superficialité qui est important et qui est complètement nécessaire. Mais je pense que c'est tout à fait différent, et on garde en tant que journaliste, quand on fait de la télé, on veut garder ce rapport à la radio. Parce on dit que souvent qu'un bon important. journaliste radio est bon en télé, ce qui n'est pas le cas du contraire. Je sais pas, mais en Je tout ne cas, sais moi pas, je viens de moi la non plus. radio, donc je fais de la radio, Également. donc je sais que la radio pour moi, il y a une liberté dans la radio que je n'ai pas quand je suis sur un plateau de télé. Sur un plateau de télé, je dois faire attention à mon afro, je dois faire attention à tout un tas de choses en tout cas, qui en plus me perturbent parce que voilà, m'éloigne du message que je veux porter. Alors qu'en radio, alors en plus quand je présente l'émission et que je donne un ton plutôt léger à l'émission que je présente, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de beaucoup plus libre. Voilà, je ressens, il y a une liberté en tout cas pour moi dans la radio que je n'ai pas à la télévision. Alors Éléonore, vous présentez une émission sur Radio Fréquence Paris Pluriel, c'est Oui, ça ? absolument. Tout à fait. Vous Ah pouvez oui. nous en parler ? Oui, donc c'est une émission qui s'appelle Doubout. Donc Voilà. Doubout Alors, je en- ne sais pas comment ça se prononçait, c'est pour ça que j'ai pas pris le risque. Alors Doubout, c'est une émission. Alors Doubout, c'est créole, ça veut dire debout. Debout, levez-vous, battez-vous, enfin ce que vous voulez. Donc un la peu, radio sert à ça aussi. Hein. La
radio sert à ça, absolument, sert à ça aussi. Et c'est vrai qu'on a une émission, alors c'est une émission culturelle, une émission, un talk show. Hier, j'ai fait une émission sur le Venezuela, par exemple. Je pense qu'on a été un peu hors les sentiers habituels que l'on entend, enfin hors les paroles habituelles que l'on entend sur les radios mainstream. Donc on donne comme ça la parole à des personnes que l'on n'entend pas sur les grands médias. On essaie d'avoir comme ça un contenu différent, d'avoir des artistes, des personnalités politiques, des sujets totalement différents. Et voilà, c'est Debout tous les mardis soirs sur RFPP à 20h30. Merci en tout cas à vous deux d'être venus. Merci de nous on va avoir donner reçus. la parole à notre prochaine invitée. On va vous suivre également. Karine Oriot, vous êtes sur Canal 2 International, Tout à c'est fait. ça. Oui. Et puis Éléonore Bassop, on vous retrouve effectivement sur les réseaux sociaux, oui, entre autres, et sur Radio Fréquence Paris Pluriel sur Paris. Merci. Merci. D'être venu ici au siège de l'UNESCO pour cette journée mondiale de la radio. On va parler justement de l'histoire de la radio et nous allons recevoir une invitée qui s'annonce passionnante, Giovanna Hendel. Bonjour. Bonjour François. Merci d'être avec nous ici en direct. Vous êtes coordonnateur du projet de numérisation et notamment des archives sonores, entre autres, parce qu'il y a d'autres archives de l'UNESCO, puisqu'il faut rappeler que l'UNESCO a une radio depuis très longtemps en fait. Alors pas la radio telle qu'on l'imagine, mais a produit de l'audio et du sonore depuis très longtemps. Et aujourd'hui, c'est une masse très importante dans la mémoire et dans les archives. Tout à fait. Donc les premiers programmes créés par Radio de l'UNESCO datent de 1947. C'est cette date qu'il faut retenir. 1947, ouais. Parce qu'en 1947, on a des documents dans les archives qui nous prouvent qu'un studio radio a été établi. À l'époque, l'UNESCO se trouvait à l'hôtel Majestic dans le 16e arrondissement. Et c'est à partir de là qu'on peut récupérer cette histoire et redécouvrir. Et on constate qu'il y a eu une activité foisonnante dans les premières années de la vie de la radio de l'UNESCO. On parle de fin des années 40, début des années 50. On est en plein effort de reconstitution, renaissance après la guerre. Alors là, dialogue, tolérance et paix, c'était vraiment, ça prenait tout son sens dans ces premières productions radiophoniques de l'UNESCO. L'idée, c'était de se dire, on va essayer de créer autour de la voix, autour des archives, d'essayer de créer un dialogue, de faire découvrir des choses. Et là, l'audio était le meilleur média, justement, dans cette situation post-guerre. Hein. Oui, comme on l'a entendu d'autres invités, la radio permet en effet encore aujourd'hui d'atteindre vraiment les populations à un niveau capillaire de façon que d'autres médias n'ont toujours pas aujourd'hui. Il faut imaginer que dans les années fin années 40, début des années 50, c'était encore plus. Donc la façon pour porter le grand message pacificateur et justement d'encourager les peuples à se parler. Il y a une transmission d'un programme préparé par la radio de l'UNESCO qui s'appelait Le Tour du monde de l'UNESCO et qui introduit dans le courrier de l'UNESCO, le magazine de l'UNESCO, était introduit comme « Les peuples parlent aux peuples ». Et là aussi, à cause de la possibilité de traduire ces programmes en plusieurs langues, et même en langue autochtone, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ça permettait vraiment de porter le message et de faire dialoguer les peuples entre eux, ce qui était le mandat essentiel de l'UNESCO. Alors vous disposez dans les archives de 8000 heures d'enregistrement depuis la création, depuis 1947. Qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça? Parce que le problème des archives, c'est un peu ça, c'est votre job, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut essayer de l'utiliser au mieux, en fait? C'est une grande aventure dans laquelle nous nous sommes embarqués avec l'envie vraiment de partager ce patrimoine qu'on a dans nos archives. Notre projet s'appelle Partager notre histoire commune de l'UNESCO parce que justement on considère que c'est un patrimoine inestimable et on vient de commencer dans le cadre de ce projet qui est un projet pilote. On va essayer de numériser la totalité des fonds sonores qu'on estime en effet
Ça, c'est des bandes aujourd'hui, des cassettes, il y a un peu de oui, tout, j'imagine. on a envoyé à notre prestataire aux Pays-Bas 15 000 bobines. En fait, oui. ce sont des bobines. Donc tout va être numérisé en fait. Oui, alors le grand défi après ça, bien entendu, c'est d'apporter des métadonnées, c'est-à-dire de l'information qui puisse permettre au public, parce que toutes ces collections seront disponibles sur notre plateforme digital.archive.unesco.org. Justement, à un moment ou à un autre, on va pouvoir retrouver avec des mots-clés, vous allez taguer en fait tous ces éléments et on va pouvoir retrouver ces archives-là qui seront accessibles au public, parce que l'idée c'est de le rendre public, j'imagine. C'est ça notre mission, et comme je dis, on va pouvoir en couvrir un premier volet dans le cadre de ce projet avec la numérisation des fichiers, des bobines, mais il faudra continuer ce grand effort avant que ces merveilleuses collections puissent être utilisées par le public en indexant, en fait, en récupérant cette information écrite. On les a sur des cartes. Par exemple, il y a des cartes index qui nous disent où le programme a été diffusé partout dans le monde. Ça, c'est très intéressant. C'est de créer ce qu'on appelle un peu des lancements, c'est le terme radiophonique. Et voilà, de pouvoir contextualiser l'élément sonore, parce que j'imagine que vous avez des choses, vous ne savez pas forcément qui parle, ou ça a été... C'est un peu la difficulté de l'audio, c'est qu'on n'a pas possibilité forcément de tracer comme une photo. Hein, tout à fait. Et aussi donner les moyens indépendants de recherche dans les collections, parce que voilà, on croit à un public intelligent qui est capable de profiter de nos collections, mais il faut leur donner les moyens de trouver ce dont ils sont intéressés. À ce sujet, de toute façon, je voulais dire qu'on n'exclut pas que dans une certaine phase, on pourrait adopter même une approche participative qu'on est en train d'utiliser pour notre premier corpus de collection photo, et on l'appelle crowdsourcing en anglais, et c'est-à-dire on demande en fait au public dans le cas des photos, retranscrire une partie de l'information qu'on met à disposition de façon numérique, et aussi à enrichir. Donc ce que vous venez de dire, que en fait, parfois, on ne connaît pas la date de l'émission ou la personne qui parlait et tout ça. Le contexte, tout à fait. Ce n'est pas exclu que tout le monde peut nous aider, en fait. Si on met ces collections à disposition du public, il y a des façons structurées de récupérer de l'information que les membres du public pourraient avoir. Peut-être qu'ils pourraient s'entendre ou entendre un de leurs parents. Tout à fait. Et encore une fois, on parle d'un public mondial. Ces programmes étaient envoyés partout dans le monde, étaient diffusés vraiment dans tous les pays, dans toutes les langues du monde. Donc autant plus, ça doit être un effort commun au niveau global. Ce 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. En FM, en grandes ondes, en numérique ou par Internet, La radio vous tend le micro, vous donne la parole, vous écoute. la radio, votre accès anonyme à l'information vérifiée. Celle qui libère. Le 13 février, Fêtons ensemble la radio avec l'UNESCO.